Épouse anéantie après que son mari lui laisse des roses d'anniversaire et une lettre révélant qu'il savait tout commence par un silence, une table dressée pour le dîner, et une lettre qui a coupé le souffle à toute la pièce. La table était mise pour deux. 2 verres, 2 assiettes, 2 serviettes en tissu pliées en triangle silencieux. Au centre, un bouquet de roses couleur pêche, légèrement penché, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Les bougies vacillaient, non pas pour le romantisme, mais pour marquer le temps. 1 heure s'est consumée jusqu'au bout. Puis 2. À la 3e, la flaque de cire donnait l'impression d'avoir elle aussi renoncé à attendre. Elle est arrivée à 21h47. Le claquement sec de ses talons. Des brides de rire encore accrochées à son manteau. Son téléphone vibrait dans sa main alors qu'elle franchissait la porte. Au début, elle n'a pas vu la table. Elle s'est immobilisée, son sourire s'est effacé. Devant sa chaise, à la place d'un cadeau emballé comme les années précédentes, il y avait une enveloppe en papier épais, avec mon écriture sur le devant, juste son prénom. Pas de cri de ma part, pas de confrontation, pas de « il faut qu'on parle », juste la lettre, les roses et mon absence. Elle s'est assise. Ses doigts tremblaient quand elle a touché le seau. Peut-être pensait-elle que c'était un mot d'amour. Peut-être pensait-elle que c'était des excuses pour ne pas avoir répondu à ses messages plus tôt dans la journée. Ce n'était pas le cas. Au 2e paragraphe, ses mains couvraient sa bouche. Au 4e, sa respiration était courte. Au 6e, elle a levé les yeux comme si elle avait vu un fantôme. Car je ne savais pas seulement, je l'avais prouvé. Chaque réunion du mardi. Chaque reçu de café. La réservation d'hôtel à son nom de jeune fille. Le selfie de. Oui, de. Reflété dans les lunettes de soleil d'un inconnu qui passait. Je n'avais pas seulement remarqué. J'avais collectionné. Tel un bibliothécaire discret archivant les trahisons. La dernière ligne de la lettre. Elle ne lui demandait pas pourquoi. Elle ne la suppliait pas de rester. Elle disait simplement, « Tu étais magnifique ce soir. » J'espère qu'il l'a remarqué, car moi, je ne le remarque plus. C'est cette nuit-là que je suis parti. Elle ne m'a pas poursuivi. Elle ne le pouvait pas, car elle avait enfin compris. Je ne reviendrai jamais. Je n'ai pas conduit loin cette nuit-là. Juste jusqu'à un dîner ouvert 24h24 en périphérie de la ville, où personne ne parle vraiment et où le café a le goût de carton bouilli. Je n'avais pas besoin de saveur. J'avais besoin de temps. Ce genre de temps où l'on s'autorise à se sentir stupide d'avoir aimé quelqu'un trop longtemps. Je fixais mon téléphone comme s'il pouvait vibrer d'une excuse. Il ne l'a pas fait. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain. Ni le jour d'après. La vérité, c'est que je ne m'y attendais pas. Voyez-vous, Valérie a toujours joué le rôle de l'épouse incomprise. Si bien que, quand les choses allaient mal, elle soupirait comme si le poids du monde reposait sur ses épaules, et moi, comme un idiot, je me précipitais pour le porter. Mais cette fois, j'ai laissé ce poids sur la table, avec ses roses. Le 3e jour, j'ai reçu un email. Pas un appel, pas un message, un véritable email. On aurait dit une note de service. Court, formel. J'ai reçu ta lettre. Je pense que nous devrions parler. S'il te plaît. C'était tout. Pas de « je suis désolé ». Pas de « j'ai tout gâché ». Pas de « ce que tu as écrit m'a brisé ». Juste « je pense que nous devrions parler ». Comme si nous négocions des bureaux. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai commencé à faire mes cartons, un tiroir à la fois, avec soin, comme si j'effaçais ma présence de notre vie commune sans laisser d'empreinte. Je n'ai même pas tout pris, juste l'essentiel, quelques livres, mon ordinateur portable, des vêtements, et la photo encadrée de mon défunt chien. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé de toute façon. Le vendredi, j'avais emménagé dans la chambre d'amis d'un ami. Jonas, mon ancien collègue, n'a pas posé de questions. Il m'a juste tendu un double des clés et une couverture en disant « Reste aussi longtemps que tu en as besoin ». J'avais besoin de plus qu'un endroit où dormir. J'avais besoin d'un endroit où les murs ne me murmuraient pas des souvenirs à chaque fois que je clignais des yeux. Valérie s'est présentée le lendemain. Elle a sonné une fois, puis une deuxième, puis a frappé à grands coups, comme si ses poings avaient quelque chose à prouver. Je l'observais depuis la fenêtre de l'étage, sirotant un thé tiède, la regardant passer son poids d'un pied à l'autre, frustrée, peut-être embarrassée, probablement les deux. Mais je n'ai pas bougé.
Je ne suis pas descendu. Et puis elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle s'est assise sur les marches, en silence, pendant plus d'une heure. Peut-être pensait-elle que je finirais par sortir. Peut-être avait-elle oublié que j'avais enfin appris à ne plus le faire. Elle est revenue le lendemain matin. Même manteau, même déambulation agitée. Mais cette fois, elle avait apporté le petit déjeuner de ce café qu'elle appelait « notre endroit ». À l'époque où cela signifiait quelque chose. J'ai vu le sac à emporter, la vapeur s'en échappant comme une pathétique offrande de paix, comme si un sandwich pouvait recoller les morceaux d'un mariage. Elle est restée plus longtemps devant la porte cette fois, son téléphone à la main, tapant et effaçant probablement des messages qu'elle n'a jamais envoyés. À un moment, elle a même souri au paillasson, comme s'il lui rappelait quelque chose de drôle. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas scié. Elle a finalement laissé le sac sur le seuil, a tourné les talons et s'en est allée. 10 minutes plus tard, je l'ai jeté. Pas par méchanceté. Simplement, je ne pouvais plus manger quoi que ce soit qu'elle choisissait pour moi. Elle connaissait ma commande par cœur. Maintenant, elle ne savait même plus qui j'étais sans que je le lui rappelle. Le silence entre nous est devenu presque physique. Il avait un poids, pesant sur ma poitrine quand j'essayais de dormir. Il résonnait dans la chambre d'amis de Jonas, rebondissant entre mes pensées comme une voix que je n'étais pas encore prêt à entendre. Je ne savais pas si j'étais plus en colère contre elle pour m'avoir trompé ou contre moi-même pour avoir mis si longtemps à l'accepter. Mais je n'étais pas prêt à entendre le pourquoi. Pas de sa part. Pas encore. Au 5e jour, elle a commencé à envoyer des textos. D'abord, juste, peut-on parler? Puis, tu as tout compris de travers. S'il te plaît, Marvin. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais voilà le problème. Les gens ne mentent pas accidentellement pendant des mois. Ils n'oublient pas de rentrer à la maison pour un anniversaire par erreur. Et ils ne gardent certainement pas une deuxième brosse à dents chez quelqu'un d'autre sans intention. Ce détail venait d'une des photos que j'avais imprimées et laissées dans la lettre. Une photo granuleuse prise depuis le fond d'un parking, à travers la vitre de sa voiture. Elle et le type dont je ne connaissais même pas le nom à ce moment-là riaient, leur tête rapprochée. Son bras n'était pas juste sur le siège. Il était autour d'elle. Et là, nichée dans son sac à main comme si elle y avait sa place, une brosse à dents à manches bleues. La même qui manquait dans le tiroir de notre salle de bain depuis des semaines. Je ne l'avais jamais mentionnée. Ni en personne. Ni dans la lettre. Je n'en avais pas besoin. Ce détail, il était pour elle. Je voulais qu'elle lise cette ligne, qu'elle voie cette photo et qu'elle sache que je savais tout. Pas seulement la grande trahison, mais aussi les petites. Celles qui sont irréfléchies, celles qui disent « je t'ai déjà remplacé ». Quand elle a envoyé un nouveau texto cette nuit-là, elle a dit qu'elle était prête à tout expliquer, que je lui devais une chance de parler. J'ai fixé le message un long moment avant de taper seulement 3 mots. Relis la lettre. Je ne pensais pas qu'elle répondrait vraiment à ce message. Pendant des années, Valérie avait une façon d'ignorer tout ce qui la mettait ne serait-ce qu'un peu mal à l'aise. C'était son don, esquiver la culpabilité avec grâce et retourner la situation avant même que vous ne réalisiez ce qui se passait. Alors, quand mon téléphone a de nouveau vibré 2 heures plus tard et que son message disait « je l'ai relu ». Chaque mot. Je ne pensais pas que tu me verrais un jour comme ça, je ne savais pas trop quoi ressentir. Du soulagement? De la satisfaction? Non. Pour être honnête, je me sentais vide. Comme si j'ouvrais enfin une lettre longtemps attendue pour n'y trouver qu'une page blanche. Elle ne s'est pas excusée, pas une seule fois. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle voulait juste savoir où j'avais eu les photos, depuis combien de temps je savais, et pourquoi je ne l'avais pas confrontée plus tôt. Cette dernière partie, ce « pourquoi n'as-tu rien dit », c'est celle qui m'a presque fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si douloureusement Valérie. Elle voulait que je nettoie le désordre qu'elle avait créé. Une fois de plus. Je lui ai dit la vérité, que je n'avais rien dit parce que je voulais voir qui elle devenait quand personne ne la regardait. Et je l'ai vue. J'ai vu la vraie elle. Pas la version qu'elle montrait à nos amis. Pas celle qui postait de vieilles photos de vacances avec des légendes comme « mon âme sœur pour toujours ». Mais celle qui montait dans la voiture de quelqu'un d'autre en portant le collier que je lui avais offert pour notre 10e anniversaire. Celle qui rentrait à la maison avec une odeur d'eau de Cologne qu'elle ne reconnaissait pas. Celle qui, quand je l'embrassais pour lui souhaiter bonne nuit,
se détournait sans même s'en rendre compte. Elle a répondu à nouveau, cette fois avec plus de mots, de longs paragraphes. Des regrets déguisés en justification. Je ne l'avais pas prévu, tu étais toujours occupé, je me sentais invisible. J'ai lu chaque phrase, puis je les ai supprimées sans répondre. Pas par théâtralité, mais parce que j'étais épuisé, émotionnellement en faillite. Comme si j'avais passé si longtemps à soutenir notre relation que, lorsque j'ai finalement lâché prise, je n'avais même plus la force de me rattraper moi-même. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de sa sœur, Paige. C'est la seule dans la famille de Valérie qui m'ait jamais vraiment apprécié. Elle n'a pas dit grand-chose, juste que Valérie n'avait pas quitté sa chambre depuis qu'elle avait lu ma lettre, qu'elle avait arrêté d'aller travailler, qu'elle avait pleuré pendant 6 heures d'affilée. Pendant une seconde, j'ai ressenti quelque chose que je détestais. De la culpabilité. Mais ensuite je me suis souvenu. Je me suis souvenu de chaque excuse, de chaque chaise vide au dîner. De chaque fois où elle disait « tu réagis de manière excessive », pendant que son téléphone vibrait en silencieux dans l'autre pièce. Non, je n'étais pas coupable. J'en avais juste fini. Et pour la première fois depuis des années, ce sentiment de faim ressemblait à la paix. 3 jours se sont écoulés sans un autre mot de sa part. Je continuais à m'attendre au prochain coup à la porte, au prochain message, à la prochaine excuse déguisée en réflexion. Mais il n'y avait rien. Valérie avait toujours été la plus bruyante dans notre relation, se sortant toujours des conséquences par la parole. Ce silence était nouveau. Il m'a presque inquiété, jusqu'à ce que je me souvienne que le silence n'est pas toujours une reddition. Parfois, c'est juste du calcul. Je ne faisais pas confiance à son calme. Pas une seconde. Puis, tard un vendredi soir, j'ai reçu un message vocal. Elle avait dû appeler en sachant que je ne répondrais pas. Je pouvais entendre l'effort dans sa voix, ce ton doux et répété que les gens utilisent quand ils essaient de paraître brisés mais toujours en contrôle. Elle a dit qu'elle était en train de tout digérer, que la lettre l'avait réveillée et que l'homme qu'elle aimait autrefois lui manquait. Pas « l'homme que j'aime », mais « l'homme qu'elle aimait autrefois ». Cette phrase m'a glacé le sang. C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne voulait pas de moi. Elle voulait la version de moi qui la laissait le tromper sans conséquence. Le Marvin qui lui achetait des cadeaux d'anniversaire même quand elle oubliait le sien. Le Marvin qui s'excusait de la faire se sentir coupable pendant qu'elle lui mentait en face. L'homme qui acceptait moins que ce qu'il méritait lui manquait. Alors j'ai fait quelque chose que je ne m'attendais pas à faire. Je suis retourné à la maison. Pas pour la voir, pas pour parler, mais pour récupérer la dernière chose qui comptait pour moi, mon journal. Ce n'était pas juste un carnet. C'était là que j'écrivais tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Les choses que je remarquais, les choses que je craignais, des morceaux de moi-même qui n'avaient pas leur place dans nos conversations. Je l'avais caché derrière une vieille boîte de dossiers fiscaux dans le placard. Quand je suis entré, l'endroit était plus sombre que dans mes souvenirs. Pas seulement à cause de la lumière, mais de l'atmosphère, comme si la maison elle-même savait qu'elle avait été souillée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas effacer. Elle n'était pas là. Je ne suis pas resté longtemps, mais avant de partir, j'ai vu quelque chose que je ne peux oublier. Sur la table de la salle à manger, exactement là où j'avais laissé les roses, se trouvait mon enveloppe. Déchirée, la lettre à l'intérieur pliée et dépliée tant de fois que les plis étaient devenus blancs. À côté, il y avait une photo, une que je n'avais pas incluse. Une de nous, datant d'il y a des années. Elle avait dû la trouver dans mon tiroir. Nous étions sur la côte, en train de rire. Son bras était passé dans le mien comme si elle ne voulait jamais le lâcher. C'était presque cruel de voir ce moment à côté des décombres de tout le reste. Et sous la photo, de son écriture, 4 mots griffonnés sur une serviette déchirée, « Ai-je toujours été comme ça ?» Je suis resté là un long moment, à fixer cela. Et pour une fois, je n'avais pas de réponse. Cette nuit-là, après avoir quitté la maison, je ne suis pas retourné chez Jonas. J'ai juste conduit. Nulle part en particulier, juste le long des routes de campagne en dehors de la ville où les arbres se penchent comme s'ils essayaient d'écouter aux portes. Je n'arrêtais pas de me repasser ces mots qu'elle avait griffonnés. Ai-je toujours été comme ça? C'était obsédant, d'une certaine manière. Non pas parce que cela sonnait comme un regret, mais parce que cela ressemblait à quelqu'un qui ne connaissait sincèrement pas la réponse. Et peut-être que c'est ce qui me faisait le plus peur, qu'elle était devenue une étrangère pour elle-même bien avant de le devenir pour moi.
Je me suis retrouvé garé devant une vieille librairie qui était notre endroit préféré quand nous avons emménagé ensemble. Elle avait fermé depuis longtemps, mais le panneau, ouvert, délavé pendait toujours de travers à la fenêtre, comme s'il attendait que quelqu'un croie à nouveau en lui. Je suis resté assis là, regardant à travers la vitre, me souvenant comment elle posait sa tête sur mon épaule en feuilletant des livres de voyage, disant des choses comme « Un jour, Marvin, allons partout. Nous n'avons jamais dépassé le Michigan. » Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Valérie. Je l'ai laissé sonner. Puis un texto. Je veux te donner quelque chose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. J'ai pensé à la bloquer. Vraiment. Mais la curiosité a une drôle de façon de s'accrocher à la douleur. Parfois, on veut voir ce que la personne qui vous a brisé peut encore vous prendre. Je sais à quel point ça sonne pathétique. Je me détestais pour ça. Le lendemain, elle a laissé une boîte sur le porche de Jonas. Pas de mots, juste un sac cadeau bleu pâle avec mon nom écrit sur une étiquette à l'encre noire. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai fait du café. J'ai vérifié mes emails. J'ai plié du linge que je n'avais pas besoin de plier. N'importe quoi pour retarder l'inévitable. Finalement, je me suis assis sur le bord du lit et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la montre que j'avais perdue il y a 2 ans. La montre de mon père. Je lui avais posé la question à l'époque, et elle avait dit qu'elle ne l'avait pas vue, jurant qu'elle avait dû se perdre lors de notre dernier déménagement. J'avais fouillé chaque tiroir, chaque boîte, retourné le garage 2 fois. J'avais même accusé les déménageurs. Mais la voilà, parfaite, sans une égratignure, tic-tacant comme si de rien n'était. Et soudain, tout est devenu logique. Elle n'avait pas seulement menti à propos d'un autre homme. Elle avait menti à propos de tout. J'ai tenu la montre dans ma main et j'ai réalisé depuis combien de temps j'avais été seul dans mon propre mariage. Combien de temps je m'étais accroché à des souvenirs pendant qu'elle en effaçait tranquillement le sens, un par un. Je croyais que l'amour pouvait survivre à tout. L'incompréhension, la distance, même le temps. Mais il ne pouvait pas survivre à l'indifférence. Et l'indifférence, c'est exactement ce qu'elle m'a donné. Un mensonge à la fois. J'ai mis la montre. Elle m'allait toujours parfaitement. Mais d'une certaine manière, je ne la sentais plus comme la mienne. Tout comme elle. 2 jours se sont écoulés sans autre livraison, message ou coup à la porte. Et pourtant, tout semblait encore si bruyant. Mes pensées ne se taisaient pas. Chaque moment de calme bourdonnait de souvenirs rejoués, de significations tordues, de questions sans bonne réponse. Je n'arrêtais pas de me demander si elle avait prévu de rendre la montre depuis le début, ou si elle ne la rendait que maintenant parce que la culpabilité l'avait enfin rattrapée. Mais la vérité, c'est que je me fichais de la montre. Plus vraiment. Ce n'était qu'un autre symbole de tout ce que j'avais perdu sans qu'on me dise jamais que je le perdais. Puis est arrivé l'email avec pour objet, s'il te plaît, le dernier. J'aurais dû le supprimer. J'aurais dû lever les yeux au ciel et retourner à faire semblant de m'en moquer, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai ouvert. Le corps du message était court. Juste une demande de nous rencontrer à cette petite maison au bord du lac que sa cousine louait pour les étés. Celle avec les volets blancs écaillés et le ponton qui grinçait quand on marchait dessus trop vite. Je laisserai la porte ouverte, écrivait-elle. Tu n'as rien à dire. Lis juste ce que j'ai écrit et pars. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, partagé entre le bon sens et ce dernier fil de curiosité encore accroché à mes côtes. Je savais que je ne devais pas y aller, mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je me demanderais pour le reste de ma vie ce qu'elle jugeait assez important pour l'écrire maintenant. Alors, j'y suis allé. C'était en début de soirée. Le ciel s'assombrissait dans cette couleur gris doré qui donne l'impression que le monde retient son souffle. La maison était telle que je m'en souvenais. Un peu plus vieille, peut-être un peu plus triste. Je suis entré et c'était silencieux, trop silencieux. Juste le bruit du vent venant du lac et le faible craquement du ponton dehors. La lettre était sur la table basse. Pas d'enveloppe, pas de fioriture, juste mon nom en haut de sa main et 10 pages de papier de cahier ligné en dessous. 10 pages. Je me suis assis et j'ai lu chaque mot. Elle ne suppliait pas. Elle ne blâmait pas. Elle écrivait sur le début, sur nous. Les premières années, les petits moments qu'elle disait rejouer quand elle n'arrivait pas à dormir. Elle a avoué se sentir invisible, insignifiante,
comme si elle vieillissait pour devenir quelqu'un que même elle ne reconnaissait plus. Elle a dit que l'adultère ne concernait pas lui. Pas vraiment. Il était juste la première personne qu'il avait remarqué après des années à se sentir comme un papier peint. Mais enfoui entre ses explications et ses doux regrets, il y avait une phrase qui m'a complètement vidé. Je voulais te le dire tant de fois, mais tu avais toujours l'air si fier de nous. Et je ne voulais pas ruiner la seule chose dans ma vie qui paraissait encore belle de l'extérieur. Ce n'était pas du remords. C'était pour limiter les dégâts. Elle n'est pas restée parce qu'elle m'aimait. Elle est restée parce qu'elle aimait l'image que nous donnions. Et quand j'ai brisé l'illusion, elle n'avait finalement plus rien à protéger. J'ai plié les pages, je les ai replacées sur la table et je me suis levé. Pas de mots, pas de notes en retour. J'ai verrouillé la porte derrière moi en partant. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Je ne me sentais ni en colère, ni victorieux, ni justifié. Je me sentais purifié. Comme si, pour la première fois depuis des années, je ne traînais plus le poids de quelqu'un d'autre déguisé en amour. J'ai conduit les fenêtres ouvertes, laissant l'air d'automne me frapper le visage comme pour rincer tout ce qu'elle avait laissé derrière. Il n'y avait pas besoin de regarder en arrière. Plus rien qui vaille la peine d'être regardé. J'ai déménagé de chez Jonas une semaine plus tard et j'ai signé un bail pour un petit appartement près de la librairie qui a rouvert sous de nouveaux propriétaires. C'est drôle, elle ressemble presque exactement à ce qu'elle était. Même plancher qui craque, même chaise dépareillée, même chat endormi enroulé sur le rebord de la fenêtre. Mais l'ambiance est différente maintenant. Ou peut-être que c'est moi. Valérie n'a plus jamais écrit. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. Et c'est très bien comme ça. Nous avions assez parlé sans vraiment nous écouter. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite pas de mal. J'espère juste, sincèrement, qu'un jour elle deviendra quelqu'un pour qui elle n'aura pas à s'excuser. Et j'espère ne plus jamais me contenter d'être l'arrière-plan de quelqu'un. Ces jours-ci, je me promène sans regarder l'heure. Je mange quand j'ai faim, je dors quand je suis fatigué, et j'écris des lettres que je n'ai pas besoin d'envoyer. J'ai même acheté une nouvelle montre, non pas pour remplacer l'ancienne, mais pour me rappeler que mon temps m'appartient à nouveau, entièrement, librement. Il y a quelques soirs, j'étais assis dans ce même dîner du début, celui avec le café horrible, et je me suis surpris à sourire. Pas parce que la vie est parfaite maintenant. Loin de là. Mais parce que j'ai enfin l'impression de vivre à nouveau ma propre histoire. Pas la sienne, pas la nôtre. La mienne. Et ça. Ça suffit. Merci d'avoir regardé Reddit Confession. Si vous avez déjà vécu quelque chose qui semblait parfait de l'extérieur mais vous a brisé de l'intérieur, partagez votre histoire ci-dessous. Quel a été le moment qui a tout changé pour vous? Nous serions ravis de l'entendre.